Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous rêvons tous, mais il n'est pas toujours facile de comprendre nos rêves. Ont-ils une signification ? Comment les interpréter ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christine Mossé, hypnothérapeute et coach. À travers ses accompagnements, son objectif est de vous permettre de vivre sereinement, d'être épanouie et rayonnante, en vous libérant de vos blocages conscients ou inconscients. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment vos rêves peuvent vous permettre de faire évoluer votre façon d'être ou de faire et comment l'hypnose peut vous aider à opérer ces changements. Bonjour Christine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie et merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie en tout cas de te recevoir dans le podcast, vraiment. Merci beaucoup. Alors les rêves ont-ils toujours une signification ? Eh bien Sophie, à mon avis, oui. Et là, je vais vraiment parler de ma vision, de mon ressenti et de ma façon de voir les choses. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans tes podcasts, c'est faire un pas de côté pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Et c'est à partir de ce regard-là que j'en ai fait ma propre expérience. Et à ce jour, je vais partager ce que j'en connais et la façon dont je le vois. Pour moi, il y a une différence entre signification et puis peut-on toujours les interpréter. Et avant ça, j'aimerais juste revenir sur pourquoi on rêve. Parce que ça me paraît important de comprendre justement cet intérêt pour les rêves. On rêve tous, mais on s'en souvient pas tous. Et pourquoi est-ce qu'on rêve ? En fait, c'est un peu finalement une thérapie nocturne. Notre inconscient, il décompresse émotionnellement et il relâche en fait cette décompression-là en images. Et il choisit de nous envoyer l'info de ce qu'il fait et on se souvient de nos rêves. Et puis des fois, il juge pas utile en fait de nous envoyer l'info, donc en fait, on ne s'en souvient pas. Donc c'est un petit peu ça, pour faire une métaphore et le faire le plus simple possible par rapport aux rêves. Et en fait, c'est là où justement on va pouvoir se dire, puisque c'est une thérapie émotionnelle, puisque c'est une décompression émotionnelle, eh bien en fait il y a un sens, il y a un symbole en fait, il y a un message qu'il nous envoie et finalement qui relâche en images. C'est comme si au lieu de nous parler, en fait, il nous envoyait des images, mais ce sont des images cachées. Donc il nous envoie pas la traduction tout de suite. Et donc il y a un sens qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et là, justement, effectivement, est-ce que les rêves ont tous une signification ? Eh bien, oui, puisque l'inconscient a envie de nous envoyer un message. Est-ce qu'on arrive à le comprendre ? C'est plus difficile pour le comprendre pour soi. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ce message-là, il y a une possibilité d'interprétation, il y a une nature à être interprétée, et que, à force de le comprendre ou à force de chercher à comprendre, on peut arriver justement à avoir certains codes et puis on peut justement en trouver un bénéfice. Il y a juste quelque chose qui me venait, je me dis en fait l'interprétation c'est aussi par rapport à sa propre, j'allais dire le propre écho que ça fait pour soi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est très personnel. Je pense qu'il y a une interprétation un même rêve peut être différent dans l'interprétation d'une personne à une autre, non ? Exactement. En fait, quelqu'un va rêver d'un chat et ça va pas être la même interprétation que pour une autre personne. Tout dépend de ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, je reprends l'exemple du chat. Le chat est plutôt un félin, donc ça peut être un peu le tigre tout doux, tout gentil qu'on a en nous. Et puis ça peut aussi faire référence parfois à l'animal de compagnie et donc l'ami en fait, si j'extrapole. Et donc notre part de nous qui est notre meilleur ami. Donc c'est vraiment des images complètement différentes, mais qu'il faut ramener toujours à ce que l'on vit. Et c'est vrai que des fois, les personnes me proposent leurs rêves, et toujours, ce sera qu'une proposition que je vais faire par rapport à un symbole, mais ça doit être ramené à ce que la personne vit et à ce que ça lui parle. Et pourquoi certains rêves sont-ils parfois récurrents ?
Ben justement, pourquoi on rêve? C'est une décompression émotionnelle. Donc, si on le ramène comme ça, Mmh. pourquoi ils sont récurrents? Ben, cette décompression émotionnelle, soit elle n'est pas encore suffisante, soit l'inconscient, en fait, il a besoin de temps pour aller débloquer ça. Et il nous envoie ce message-là de dire: «Je travaille sur le dossier, Mmh. mais j'ai besoin de temps», ou alors: «Bah, j'ai besoin de ton aide pour que tu m'aides à travailler», en fait. Donc, soit c'est une demande d'aide, soit c'est, une question de temps. Ouais, donc c'est intéressant aussi d'être à l'écoute, en fait, finalement, de ce que nous envoie notre inconscient comme information. Et oui, je vais prendre l'exemple d'une personne qui m'avait proposé, un de ses rêves et qui m'avait dit, alors c'était dans le passé, en fait, elle me dit: «Je faisais un rêve récurrent, je rêvais que j'étais dans une maison qui prenait feu» et symboliquement, la maison, pour moi, c'est notre corps, en fait. Donc, et le feu, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être le feu, la passion et donc l'amour. Ça peut être le feu, l'incendie, dévastateur. Et puis, quand on parle de passion, c'est comme je disais l'amour, mais ça peut aussi être, la passion, les flammes. On est tout feu, tout flamme, on s'enflamme quoi, en fait. Donc il y a plusieurs codes possibles. Et donc elle faisait toujours ce rêve récurrent. Donc qu'est-ce qui s'était passé, qui avait fait que ça s'était arrêté? Que dans ces 3 interprétations-là, elle y avait pioché effectivement le fait de, de brûler. C'était juste avant un burn-out, Mmh. en fait. Donc son inconscient lui envoyait le message de: «Au secours, je brûle de l'intérieur». Le burn-out, c'est vraiment ça, on a ce sentiment, en fait, de brûler et ce feu qui sort, en fait, à l'extérieur. Donc le message était déjà là, Mmh. dans son inconscient. Ouais, et comment peut-on faire pour mieux comprendre nos rêves? Alors, il y a plusieurs astuces très Mmh. pratiques avant d'en arriver à comprendre, le code. Comme par exemple, tout à l'heure, je parlais de la maison, c'est bien plutôt nous parler de notre corps, c'est notre, maison à nous. Un arbre va plutôt parler parfois, un peu de nos racines ou de notre lignée familiale, donc par extension, ou nous-mêmes aussi. Mais, avant de comprendre un peu ces thématiques-là, moi je te donnerais 2 conseils. Le premier, c'est d'écrire nos rêves parce que ça vient structurer nos pensées et parfois en écrivant ou en le verbalisant, en fait, quand on le raconte à quelqu'un, eh bien, on met des mots et on entend des sonorités. Et là, je vais prendre l'exemple d'une amie qui, très récemment, elle s'est fait opérer et elle me dit: «Christine, j'ai rêvé de chèvres et on m'emmenait chez Soignons». Bon, je suis désolée, je sais pas si j'ai le droit de citer une marque, mais c'est important dans le rêve. Et donc, et en fait, Soignons, verbalement, il faut entendre se Mmh. soigner, en fait, quelque part. Et au moment où elle me le raconte, elle me dit: «Je viens de percuter que ça parle de ma guérison». Mmh. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc on s'entend dire des choses et en fait, on percute sur ce que ça n a comme message à nous évoquer. Et le fait de l'écrire, parfois, c'est en écrivant et en structurant notre pensée qu'on comprend le message de ce rêve-là. Donc l'écrire, le verbaliser, c'est 2 astuces différentes qui sont pour moi très bénéfiques. Et je dirais même peut-être que l'écriture est même plus puissante que la verbalisation parce que comme tu le poses sur papier, tu sais, j'ai cette idée aussi, tu l'intègres dans la matière, c'est-à-dire une simple idée, enfin idée, c'est pas une idée, hein, un rêve, mais c'est quand même une pensée, c'est quelque chose qui n'est pas matériel et du coup, c'est vrai que le fait de le poser dans quelque chose de matériel, effectivement, ouais, j'imagine qu'il y a un lien qui doit se faire aussi, ouais, dans le cerveau. Ouais. Exactement, exactement. Et là, en fait, c'est toute la puissance de l'acte Mmh. symbolique. Le fait de, d'écrire permet, en fait, de matérialiser quelque chose et pour notre inconscient, tout ce qui est fait, qu'il soit, imaginé ou réel, en fait, est un acte, vrai pour lui. Heu, on va imaginer qu'on est, sur la plage, pour notre inconscient, c'est vrai. Il va y avoir quelque chose de vrai qui va se passer et donc il va trouver la situation, en fait, agréable. Donc dans l'écriture, le fait de matérialiser, de poser des mots, ça va transposer, en fait, les choses et pour lui qui veut évacuer quelque chose, ça va l'aider à évacuer, en fait. Et donc pour notre inconscient, ce qui se passe quand on écrit et ça, c'est valable pour plein de choses dans la vie, en fait, hein. Si
on est en colère parce que on n'a pas réussi à trouver notre place de parking au supermarché et que quelqu'un nous a piqué la dernière place qui restait, ben, si on reste frustré sur cette place qu'on nous a piquée, eh bien, on peut simplement écrire pour dégager en fait l'émotion qui reste encore en nous. Et donc, c'est pareil pour le rêve. Le poser va permettre à l'inconscient de dire, OK, il était dans ma tête et maintenant il est sur le papier. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, ça aide encore plus à cet effet de Ouais. soupape qu'a le rêve. Il y a un autre outil qui peut permettre de bien comprendre ses rêves. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça quand je disais l'écriture ou verbaliser nos rêves, mais il y a le dessin. Quand une personne me raconte son rêve, j'écris quelques mots-clés, les mots qui m'interpellent, mais je cherche à dessiner, en fait, le rêve. Mais il y a des dessins, juste des bonhommes bâtons, mais qui sont les personnages, où est le décor. Et souvent, ça m'aide à comprendre la situation et je le fais moi-même pour mes rêves et ça m'aide à mieux comprendre. Donc voilà, ça fait plusieurs techniques qui est intéressant d'essayer et chacun trouvera en fait le meilleur outil pour soi. Mais je repense par exemple à une personne qui m'avait raconté son rêve. Euh, il y avait des pompiers, c'était dans la caserne de pompiers et ensuite le lieu changeait et c'était dans la maison de sa grand-mère, je crois. Donc quand il y a plusieurs lieux comme ça, ben, c'est là où c'est intéressant et en dessinant, ça racontait l'histoire. Finalement, juste en faisant le dessin permettait de guider. Alors, du souvenir que j'en ai, cette personne-là était pompier bénévole. Donc, le lieu de la caserne, c'était en lien avec son activité professionnelle, on va dire entre guillemets bénévole. Et puis, le lieu de sa grand-mère, c'était le lieu affectif, puisque sa grand-mère, elle l'aimait beaucoup. Donc voilà, il y avait un conflit comme ça qui se passait entre sa vie pro et sa vie perso, qui était amené en fait comme ça. Et donc le dessin est aussi un bon outil, mais très symbolique. Pour rester juste schématique, ça aide beaucoup. Et je me dis peut-être que le dessin aussi aide peut-être plus encore à, j'allais dire, à lâcher le mental, non? Peut-être par rapport à l'écriture, je sais pas. J'ai jamais expérimenté le dessin, donc j'en sais rien, mais je me dis c'est Bien, moins intellectualisant, eh bien, on est obligé d'être synthétique c'est ça. en fait, et donc ça donne une grande Mm, trame. Quand on l'écrit, c'est important d'être dans le détail de tout ce qui vient. Mais par contre, des fois, d'être trop dans le détail, on n'arrive pas à le comprendre. c'est ça. Alors que justement, le dessin, comme on est synthétique, ça nous aide à prendre plus Mm. de hauteur et une meilleure compréhension. On retourne à l'essentiel, quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, tu en as un petit peu parlé, mais pouvons-nous utiliser justement nos rêves pour nous permettre de faire évoluer notre façon d'être ou de faire? La question, elle est super intéressante et super riche parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la compréhension du message. Donc, forcément que ça va nous permettre d'évoluer parce que quand un rêve est perçu de façon négative, finalement, le fait de le comprendre, parfois, en fait, il y a une signification hyper positive. Et donc, je vais donner des exemples en fait après, mais rien que ça, déjà, en fait, la compréhension, ça transforme et ça va transformer le reste de notre Mm. journée finalement. Et puis, bah, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire se préparer à faire des rêves et donc, quelque part, communiquer avec notre inconscient. Pour reprendre l'exemple d'un rêve négatif qui peut finalement être perçu en positif, je voudrais juste expliquer avant une notion, c'est-à-dire que pour moi, ça a changé en fait ma façon de voir les choses, c'est de comprendre que on peut avoir plein de personnages différents dans nos rêves. Et en fait, ces personnages-là, qu'ils aient des visages connus ou inconnus, ce ne sont que des parties de nous. Et donc là, en fait, notre inconscient, il ne connaît que nous. Et donc, quand il y a, par exemple, une infirmière dans notre rêve, eh bien, en fait, c'est une part de moi qui veut guérir ou sauver. Mais voilà, ça, c'est ma partie à moi sauveuse. Si je vois mon voisin dans un rêve, en réalité, c'est pas mon voisin en réalité. C'est une partie de moi qui est représentée par mon voisin. Et mon voisin, qu'est-ce que je pense de lui en fait? Quelle est l'image que j'ai de lui? Est-ce que c'est quelqu'un que j'admire? Et donc dans ces cas-là, c'est une part de moi que je peux admirer. Ou est-ce que c'est quelqu'un que je déteste? J'étais en conflit avec lui. Et dans ces cas-là, voilà, j'ai une part en moi avec laquelle je suis en conflit.
Donc, ça vient me renvoyer en fait qu'une partie de moi. Et donc, quand on comprend ça, on peut se dire qu'effectivement, on peut mieux comprendre en fait les rêves, quels qu'ils soient, agréables ou désagréables, et notamment par rapport aux rêves désagréables. Quand une personne meurt dans mon rêve, c'est une partie de moi qui meurt. Alors, dit comme ça peut paraître un peu tristounet ou désagréable. Et pourtant, après une séance d'hypnose, eh bien, en fait, souvent, c'est ce qui se passe. Parce que on demande à changer, on veut changer quelque chose, on veut débloquer une situation et on veut libérer toutes nos possibilités. Et justement, souvent, on va rêver de personnes qui vont mourir. Enfin, ça peut arriver, en tout cas, parce que c'est une partie de nous qui meurt pour pouvoir laisser la place à autre chose. Et c'est en ça que c'est bénéfique, en fait, de comprendre que je rêve de mort, ok, mais finalement, c'est le changement qui arrive. Et donc là, on voit les choses autrement et on démarre notre journée positivement en se disant chouette, il y a un travail qui est en train de se faire à l'intérieur de moi, les changements sont en train de se mettre en place et c'est pour un meilleur en fait. On accueille le film, le scénario de Nocturne de façon complètement différente. Totalement. Et c'est vrai que je rebondis sur la mort. C'est vrai que quelque part, pour faire naître le changement, quelque part le passage obligé, c'est finalement, je vois toujours, tu sais, la fermeture d'un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre. Et en fait, finalement, il faut accepter de faire mourir certaines choses en nous, certains anciens comportements, certaines manières de faire, d'être, etc., pour pouvoir laisser émerger de nouveaux, de nouveaux modes de pensée, de nouveaux modes, de façon d'être, etc. Mais c'est tout un cheminement. Et c'est vrai que même ça, c'est pas toujours confortable parce que déjà, ça fait peur aussi, je trouve, parce que l'ayant vécu en plus, je me dis, tu as vraiment le côté où on connaît ce qu'on fait mourir, on le connaît. Et ce qu'on fait naître après, on le connaît pas forcément. Donc, ça peut être inconfortable. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut avoir une interprétation négative, non, de ce type de rêve, je sais pas. Parce qu'en fait, souvent, quand on rêve de personnes qui meurent, il y a des émotions désagréables, il y a de la tristesse, on va se réveiller, parfois on va être triste. Il y a des personnes qui me disent, mais moi, j'ai rêvé que mon enfant, il mourait. En réalité, c'est l'enfant à l'intérieur de nous. Mais quand on comprend que là, aujourd'hui, on est adulte, c'est normal que l'enfant à l'intérieur de nous meure. C'est la réaction, enfin, le personnage intérieur, l'enfant qu'on était, qui réagissait, par exemple, face à notre patron de façon inappropriée. Par exemple, j'ai rendez-vous avec mon patron et je veux lui demander une augmentation et en fait, je reste figée, j'ose pas lui parler. Bah oui, parce que c'est pas le bon personnage qui est face au patron. C'est l'enfant qui est timide, qui s'est peut-être fait gronder, ou qui a peur de se faire gronder, qui est là, qui est présent. C'est pas la bonne casquette que l'on a. Et donc, si je le ramène dans notre rêve, en fait, cet enfant-là qui est en train de mourir, c'est quelque part normal. On est adulte aujourd'hui. Donc, c'est l'adulte qui reste. Et donc, c'est là où toutes les émotions qu'on a vécues dans le rêve, qui sont en train de sortir, se libérer, on les a vécues pour de vrai pendant notre scénario nocturne. Et donc, c'est ce goût-là aussi qui nous reste, en fait. Donc, forcément que c'est désagréable. On a le sentiment de vivre quelque chose alors qu'on finalement, on est en train de le libérer. Et c'est ça, c'est vraiment ce qui me vient. Je me dis, en fait, tu es obligé, entre guillemets, obligé de vivre quelque chose de désagréable pour justement libérer, en fait, toute la charge émotionnelle. En fait, tu es obligé de revivre le scénario. Mais du coup, comme tu le vis dans tes rêves, tu le vis peut-être d'une manière plus consciente. Alors, on n'est pas obligé de le revivre. C'est notre inconscient qui choisit de nous le faire revivre ou fait ou pas. Soit parce que un bon partenaire, il nous dit, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, il nous envoie l'info. Soit il se dit, bon, c'est bon, je lui passe pas l'info, donc je travaille tout seul, j'ai pas besoin de lui montrer que je bosse là-dessus, quoi. Et donc, il peut tout à fait le libérer sans nous passer cette info-là. Mais quand on le vit, ça me paraît intéressant de le comprendre et de le ressentir comme ça. À un moment donné, cette émotion-là, elle s'est figée en nous et notre inconscient choisit de le libérer en le refaisant passer par notre corps et par le scénario nocturne. Et donc, c'est plus sympa quand on ne sait pas. Mais si ça arrive, on peut le comprendre comme ça. Et ma foi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant et agréable de le comprendre comme ça. Totalement, ouais. Parce que c'est vrai que tu as des rêves, parfois, tu te réveilles le matin, c'est perturbé quand même. Hein. Tout à fait.
Et justement, comment l'hypnose peut-elle aider à opérer ces changements? Parce que finalement, les rêves peuvent nous donner des informations. Et après, voilà, comment on peut faire grâce à l'hypnose pour un peu, j'allais dire, réinitialiser peut-être les choses? Parce que je sais on en avait parlé en préparant cette interview, il y a une logique inverse et que je trouvais intéressante dans ton approche. En fait, justement, il y a la logique inverse, effectivement, parce que l'hypnose, c'est un moyen de communiquer avec l'inconscient. Donc, en état d'hypnose, qui est un état très naturel, en fait, c'est un état par lequel on passe tous les jours, notre inconscient, il est toujours là. Lui, c'est un petit peu comme le moniteur auto-école. Il est le moniteur et nous, en fait, avec notre mental, on est au volant. Et donc, on croit piloter notre voiture, sauf qu'il y a des moments, il y a des réflexes qui sont plus forts que nous, qu'on contrôle pas. On aurait bien aimé pouvoir contrôler, mais on contrôle pas et c'est plus fort que nous. On est attiré vers une situation, on est poussé à une situation où il y a des réactions qu'on ne contrôle pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est le moniteur auto-école qui a les pédales et qui a, lui, la priorité sur les pédales et qui agit. Et donc, l'idée de l'hypnose, c'est d'expliquer à notre inconscient que tout va bien, qu'il est en sécurité, qu'il peut libérer son message, voilà, et de lui expliquer que il y a erreur sur la situation. Et justement, en état d'hypnose, l'inconscient étant disponible, ça va être un moyen, en fait, de lui expliquer ça. Et comme l'inconscient, lui, parle en langage codé, son langage codé, c'est les rêves qu'il nous passe la nuit, par exemple. Quand je dis que, par exemple, une maison peut être interprétée comme notre corps à nous, comme la voiture aussi peut aussi être le symbole de notre corps et notre façon d'avancer dans la vie, eh bien, la logique inverse, c'est qu'en état d'hypnose, on va pouvoir raconter des histoires qui vont permettre d'aller proposer à l'inconscient de revisiter en fait tel ou tel sujet par langage codé. Mais à titre, donc là c'est l'idée d'une séance, mais à titre personnel et individuel, on peut se préparer le soir à se dire, tiens, si ce soir j'avais envie de rêver de tel et tel sujet. Par exemple, si j'ai envie de développer mes compétences et que je reprends l'idée qu'une maison, c'est le symbole de mon corps. Et en fait, je pourrais imaginer que je vais visiter une maison avec plein de pièces à l'intérieur, plein de meubles, donc il y a plein de qualités, il y a plein de belles choses en fait à l'intérieur, et je pourrais me préparer à rêver de ça. Bien sûr que ça demande un peu d'entraînement, mais si on se suggère ça en fait avant d'aller se coucher, notre inconscient il est un petit peu plus disponible à ce moment-là, et puis il pourra aller revisiter ce vers quoi on l'oriente. Ouais, c'est intéressant, il faudrait que je teste. J'ai pas testé. Par contre, ce que j'ai déjà remarqué, mais bon, c'est pas exactement la même chose, mais mine de rien, je pense que c'est quand même l'inconscient qui fonctionne à ce moment-là. Tu sais, il t'arrive d'avoir une question. Tu te poses une question et puis tu la laisses en fait en suspens. Et tu sais, ça apparaît genre quand tu prends une douche ou quand tu vas te balader. Enfin, tu es vraiment dans un moment où en fait, tu es juste tout sauf en train de penser à ça. Et ça fait un peu un eureka. Et ça me fait penser un petit peu à ça où je me dis, c'est vrai que parfois on peut poser des choses et puis en fait, ça peut effectivement émerger sous une autre forme. Exactement. Et c'est là où on se rend compte que notre inconscient, il travaille tout le temps, en permanence. Ne serait-ce que déjà pour assurer notre survie, notre cœur bat, nos poumons respirent, nos yeux clignent. Enfin, tout ça, ce sont des réflexes innés. Ça, c'est, on va dire, piloté par notre inconscient. Puis il y a tous les programmes qu'on a appris, écrire, marcher, etc. Tout ça, c'est de l'apprentissage, mais c'est devenu un réflexe. Donc, tout ce qui est de l'ordre du réflexe, c'est l'inconscient. Et là, justement, sur l'idée de questions qui émergent, et donc, comme notre inconscient, lui, il est là en permanence, il suffit, en fait, de lui poser la question de, ah, mais comment elle s'appelle cette personne que j'ai croisée dans la rue? Je l'ai déjà vue, mais je me souviens plus de son prénom. Et plus on va chercher, là, c'est le mental qui cherche, et en fait, on va s'obstiner, on va pas trouver. Et en fait, le lendemain, en faisant notre vaisselle, en prenant la douche, eh bien là, d'un seul coup, ça y est, je sais, je me souviens, elle s'appelle Sophie. OK. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que notre inconscient, lui, continue à tourner en boucle sur la question. On lui a demandé, il a entendu, et il va chercher dans notre mémoire comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle. Et c'est au moment où tu t'y attends pas, mais lui, c'est au moment où il a retrouvé l'info. OK, ça y est, je sais, je me souviens, elle s'appelle Sophie. On a vraiment un disque dur intégré en fait, hein.
complètement. Et il est Ouais. autonome en fait. On lui pose la question, c'est juste une question de temps. On ne sait pas sous quel délai va nous trouver l'info, mais on peut lui faire confiance. Il va aller rechercher l'info. Et c'est justement là, c'est un mot très important que tu dis, la confiance, parce que c'est ça qui fait que souvent, c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à tout ce potentiel qu'on maîtrise pas finalement que c'est le mental qui va se mettre en route et là, bouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et oui. Ouais, Et le mental va freiner c'est l'inconscient en ça. fait. Ouais, c'est là où tu as des résistances Donc en fait. J'ai vraiment l'image, tu sais, comme de boulons en fait. Tu sais, quand le mental commence à se mettre en marche, tu as comme les boulons, ça commence à gripper, tu vois. Et en fait, il faut mettre un petit peu d'huile pour de nouveau que ça, les rouages se fassent. en fait, effectivement, l'inconscient et le mental, ce sont deux partenaires. Le mental pense avoir le contrôle, ou en tout cas voudrait bien avoir le contrôle. L'inconscient est OK pour laisser faire le mental, mais jusqu'à ce que, enfin, en tous les cas, toujours seulement si l'inconscient se sent en sécurité. Dès lors qu'il pense qu'il y a une situation non sécure, il va intervenir. C'est là qu'il y a la notion de réflexe, il va intervenir. Autrement, ils sont partenaires. Il faut vraiment se dire, notre inconscient, il ne veut que le meilleur pour moi, quoi. Il veut ma survie. Chaque seconde de notre vie, notre inconscient assure notre survie. Et pour ça, d'ailleurs, si je prends l'exemple de notre température de notre corps, c'est un élément vital. Notre température, on va dire, il faut qu'elle soit assurée à 37. Si on descend à 20 degrés, on est mort, quoi. Et pareil, si on monte à 43 degrés, on est mort. Et donc, c'est pour ça qu'on va transpirer ou trembler suivant la température du corps. On va transpirer pour pouvoir réguler notre température, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est un Mm. réflexe. Et si on tremble, c'est bien pour nous inviter à changer de comportement, soit à rentrer au chaud, soit à mettre un vêtement, et pour nous dire, attention, il fait trop froid. Et donc, là, notre inconscient, il nous envoie ce réflexe-là pour qu'on puisse l'aider à assurer la bonne température de notre corps. Donc, tout ça, c'est une question de survie, en fait. À la base, le premier instinct, c'est la survie. Et il existe justement plusieurs formes d'hypnose. Quelle est ton approche? Alors, effectivement, il y a plein de courants. Alors, à la base, on parle beaucoup de l'hypnose ericksonienne parce que Erickson, en fait, était un psychiatre qui a beaucoup étudié l'hypnose et qui a beaucoup contribué à apporter ces notions d'hypnose, en fait, au corps médical. Et puis, moi, j'aime à penser que si Erickson était encore vivant, il aurait encore fait évoluer, en fait, la méthode. Et donc, il y a plein de courants d'hypnose, comme il existe plein de courants en peinture aussi. Il y a le cubisme, il y a l'impressionnisme, enfin voilà, il y a le réalisme, enfin, il y a plein de courants. Et puis à l'intérieur des courants, il y a aussi plein de peintres. Et donc chaque peintre, par exemple un peintre impressionniste, ne va pas avoir la même approche qu'un autre peintre, etc. Et on va pouvoir reconnaître tel et tel peintre à travers tel tableau. Pourtant, c'est de l'impressionnisme. Et donc c'est exactement pareil avec l'hypnose parce que il y a des grands courants et puis il y a aussi la personne que l'on est et notre vision des choses, notre sensibilité à certaines choses plus que d'autres. Et moi, mon approche, moi, j'avais déjà cette vision-là depuis longtemps, euh, de me dire il y a un lien entre les symptômes et des émotions Mm. inconscientes. Et c'est facile à observer chez les autres. C'est plus difficile à observer Mm. sur soi, mais c'est facile à observer chez les autres. Et donc, j'avais cette approche-là et cet intérêt-là. Et ma nature profonde, c'est de me dire quand un problème survient, on le traite définitivement, on n'y revient plus. Et donc, en ayant fait ce lien entre le symptôme et des causes inconscientes et émotionnelles, je me disais, ben, en fait, c'est pas seulement intéressant d'aller traiter le symptôme, mais c'est bien d'aller traiter la cause. Et donc, mon approche, effectivement, je me suis formée, en fait, à l'hypnose sagesse, ce qui permet justement d'aller, en fait, euh, bah, dénouer, en fait, cette cause euh, racine pour pouvoir en fait permettre de libérer en fait le symptôme et puis de façon durable en fait. Donc mon approche elle est justement sur les deux tableaux, à la fois le symptôme et à la fois la cause.
Et c'est vrai que je rebondis quand tu traites que le symptôme, c'est qu'en fait, sur le coup, ça revient un petit peu à mettre un pansement sur une plaie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va cicatriser, mais en surface. Et du coup, parfois, tu peux obtenir des résultats à court terme. Mais en fait, il y a un moment donné, sous une autre thématique, je sais pas, enfin, il peut se passer quelque chose où au final, en fait, le problème, il ressurgit. Et tu te dis, ben mince, je pensais pourtant l'avoir réglé. Et en fait, c'est comme, tu sais, ça me fait vraiment penser, c'est comme si tu bouches un trou à un endroit, mais en fait, ça ressort de l'autre côté. Exactement. Ouais. En fait, l'image la plus accessible pour tous, souvent, c'est l'image du fumeur. D'abord, en fait, tout fumeur qui fume sait que c'est pas bon pour sa santé. Donc, mais pourtant, il y a quelque chose de plus fort que lui qui le pousse à fumer. Et donc, ce quelque chose qui est plus fort que lui, c'est quand même une part de lui. Donc là, il y a la notion des deux parts. Il y a une part qui veut arrêter, puis une part qui le pousse à fumer. Et en fait, il y a des fumeurs qui viennent me voir et qui me disent, en fait, j'ai déjà essayé de fumer dans le passé, mais j'ai pris des kilos. Et donc, ou alors on a tous observé ça en fait, des fumeurs qui ont arrêté de fumer, puis en fait qui ont commencé à grossir. Et en fait, il arrive que par certaines pratiques, ben, en fait, on interdise aux fumeurs de fumer. Donc là, c'est le symptôme. Tu n'as plus le droit de fumer. Donc, ok, il arrête de fumer. Mais comme la cause émotionnelle, elle est toujours présente, eh bien, en fait, c'est un petit peu le bouton rouge qui se déclenche et qui pousse à aller avoir une réaction. Et la réaction, ben, j'ai plus le droit de fumer. Alors, je change de réaction. Donc, je vais ouvrir le frigo. Et donc, c'est là où on comprend que, bah oui, il y a bien quelque chose qui déclenche ça. Et donc, c'est là où, en fait, c'est là qu'il y a la prise de poids. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et moi, les personnes, des fois, qui viennent me voir et qui me disent, notamment l'arrêt du tabac, moi, j'ai eu un copain qui a arrêté de fumer. Je veux que vous me dégoûtiez du tabac. Il a été dégoûté du tabac et ça a super bien marché pour lui. Et donc, moi, c'est pas mon approche. Parce que justement, l'idée, c'est pas d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose. C'est de permettre à l'inconscient de libérer sa problématique, son message, en fait. Cette émotion qui est présente et qui fait que si on interdit en fait le symptôme, il va y avoir un autre comportement qui va se mettre en place. Donc, pour moi, c'est d'écouter les deux, quoi. Oui, parce qu'effectivement, dans ce que tu disais juste un petit peu avant, c'est sinon si tu n'interviens que dans le symptôme, finalement tu déplaces le problème. Alors que là, effectivement, tu vas vraiment libérer toute la charge. Et effectivement, et c'est là où tu induis, si je fais le lien avec le début de notre podcast, c'est là où tu vas induire, finalement, tu vas laisser mourir entre guillemets quelque chose pour laisser émerger de nouvelles choses. En fait, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de Voilà. réinitialisation. Voilà. Ah oui, on laisse pas toujours mourir quelque chose. En fait, en réalité, par exemple, si l'émotion c'était de la colère, et encore une fois inconscient, hein, c'est vraiment une émotion inconsciente. Eh bien, on peut toujours s'autoriser à être en colère. C'est possible. On va pas. Enfin, la personne qui libère cette colère-là, elle pourra réutiliser de la colère à d'autres moments, mais seulement, elle va changer de comportement. En fait, une séance d'hypnose, c'est un petit peu de la pédagogie en fait pour l'inconscient. On va lui dire, il y a aussi d'autres solutions possibles. Et en fait, il va pouvoir choisir et aller créer ces autres solutions. Et parfois, en fait, justement, c'est là que les personnes se mettent à avoir de nouvelles envies, de nouveaux comportements, de nouvelles facilités dans la vie, parce que ça, c'est les nouvelles propositions que l'inconscient est en train de proposer à la personne. Et tu vois, je sais pourquoi en fait je parlais justement de laisser mourir parce que souvent on a ses habitudes, on a l'habitude de faire telle ou telle chose. Je sais pas, tu as un événement qui se passe, bing, tu peux par exemple prendre l'exemple de la cigarette. Tu es stressé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer une cigarette. C'est un comportement, une habitude. Et tu vois, c'est ça en fait finalement, tu induis de nouvelles façons de faire. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est bon, déjà, tu as libéré la charge émotionnelle, mais en plus, si ça se représente à l'avenir, bah, en fait, tu vas adopter un autre comportement, c'est ça. Donc, du coup, tu fais naître une nouvelle habitude. Voilà, c'est ça. Exactement. Si l'émotion, il y avait de la colère, eh bien, face à de la frustration, au lieu d'aller prendre une cigarette, eh bien, je vais peut-être aller vouloir courir ou je vais peut-être écrire sur le papier, comme on disait tout à l'heure. Mais en fait, on va réussir à dépasser ça et à avoir d'autres schémas, en fait, qui vont permettre, en fait, d'être plus positifs pour la personne. C'est ça.
Et je me dis en plus peut-être mieux l'accueillir parce que finalement, si je prends toujours l'exemple de la cigarette, c'est que l'un, en fait, c'est comme si tu mettais un couvercle sur l'émotion, alors que sur l'autre, finalement, comme tu dis, par exemple, coucher sur papier ce qui t'a provoqué de la colère, de la tristesse, enfin, peu importe l'émotion que tu peux ressentir, finalement aussi, ça permet de l'évacuer, en fait. Bah, en fait, par rapport à l'événement même cigarette, ça veut Mhm. dire que là, cette émotion-là, elle sera libérée. Mais ce sera Mhm. plus, en fait, par similitude. En fait, Ouais, je comprends. l'inconscient, lui, s'il se dit, à un Mhm. autre moment dans ma vie, j'ai de la colère, eh bien, Mhm. je vais apporter d'autres réactions, je vais me créer d'autres possibilités. Je vais Mhm. arrêter de réagir avec une cigarette. C'est ça, Mm. c'est la réaction. Ouais, Ouais. ouais, totalement, ouais, je vois le lien. Ouais. Et justement, les rêves peuvent-ils aider à mieux cerner les conflits intérieurs ou les blocages que peut traverser un consultant? Oui, justement. Alors là, ça va plutôt être dans le symbole. On va pouvoir cerner nos blocages sur de la répétition. Effectivement, quand il y a la récurrence, c'est que là, le blocage, en fait, il est dans la durée. Et puis autrement, si on parle de blocage en tant que traumatisme, mais traumatisme, attention, hein, il y a pas de, je n'y mets pas de sévérité en fait, hein, il y a toutes les échelles. Eh bien, dans ces cas-là, on va pouvoir l'identifier par le symbole. Si je rêve que je fais des accidents de voiture, et donc là, ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qui me bloque pour avancer dans ma vie? Si je rêve que je tombe dans le vide, quel est le vide qui est présent autour de moi actuellement dans ma vie? Donc voilà, ça c'est des messages que l'on peut comprendre par interprétation, et c'est là où on va pouvoir se dire, dans ma situation présente, qu'est-ce que je vis qui peut être similaire à ça, et quel est le danger que mon inconscient estime par rapport à ma vie actuelle, dans ma réalité, dans mon présent, comment se sent-il en danger? Et c'est ce message-là qu'il m'envoie en fait en nocturne. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre en fait nos blocages en fait. Et il t'arrive qu'il y ait des personnes en fait qui viennent te voir et qui disent voilà, je rêve de telle ou telle chose et en ce moment voilà, je suis bloquée sur telle ou telle chose. Ou enfin, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose, tu as déjà fait des liens en fait entre des rêves et justement des problématiques rencontrées par les personnes qui venaient te voir? Alors pour des personnes qui viennent me voir en séance, non. Par contre, j'ai déjà proposé des ateliers justement sur les thématiques de rêve, et donc ça a pu permettre en fait de discuter de la symbolique et puis de ce qu'ils vivaient en fait dans leur présent. Autrement, après les séances, oui. Parce que les personnes, je leur explique qu'effectivement, il peut y avoir des rêves qui émergent. Des personnes, des fois, qui n'ont pas l'habitude de rêver, et en fait, l'inconscient va être plus susceptible, en fait, d'envoyer des informations dans les nuits d'après, en fait, après une séance hypnose. Et donc, parfois, en fait, ils m'expliquent qu'ils ont rêvé tel ou tel sujet, puis je leur apporte, en fait, un message, une interprétation possible, une possibilité qu'ils peuvent prendre justement par rapport à leur thématique. Souvent, c'est un symbole très fort, en fait, par rapport à la thématique de la séance. Donc, c'est là où c'est intéressant. Parce que c'est ça, quand tu travailles souvent quelque chose, en fait, tes rêves sont là aussi pour appuyer, enfin, t'envoyer des messages sur des choses qui sont, entre guillemets, des sujets sensibles du moment, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mm. C'est là où c'est intéressant, justement. Et Mm. particulièrement après une séance d'hypnose, il y a une richesse d'informations par rapport au sujet qui a été posé en séance. Ouais, c'est vrai que j'ai le souvenir, ayant fait des séances d'hypnose dans le passé, je me souviens effectivement que après les séances, effectivement, tu sens que ça bouge quand même. Il se Oui. passe des choses en tout cas. Mm. Et parfois, on ne rêve pas, enfin, on ne se souvient pas. On rêve toujours, mais on ne se souvient pas. Mais ça ne veut pas dire que l'inconscient ne travaille pas. Ça veut juste dire, comme vous le disiez au début, il choisit de ne pas nous envoyer l'information. C'est tout. Mm. Mais on a ce sentiment d'avoir un peu travaillé la nuit, quoi. On a bien dormi, Mm. mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? C'est vrai. Et quel message aimerais-tu passer à nos auditeurs? J'aimerais passer comme message que notre inconscient ne veut toujours que le meilleur pour nous. Même si c'est une situation désagréable, il pense faire du mieux pour nous dans cet instant T. Et donc après, c'est une histoire de communication entre notre conscient et notre inconscient. Mais à la base, il ne veut que notre meilleur. Et il y a toujours une bonne intention en fait. Donc ça aide au moins déjà à mieux vivre la situation. Voilà. Donc notre inconscient est notre partenaire. C'est vraiment le message que j'aimerais passer. Et l'idée, c'est vraiment que l'inconscient est notre
notre mental, j'allais dire, la partie consciente, il y a vraiment cette notion de travailler ensemble, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Aussi. Et puis, si je pouvais rajouter un deuxième message, c'est que ce n'est que mon point de vue. C'est le partage de mon expérience, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai observé aussi. Et je me suis fait ma propre idée, en fait, justement, en comprenant mes rêves, en les interprétant. Puis, ça faisait du sens pour moi. Donc, le deuxième message que je voudrais passer, c'est faites ce pas de côté, en fait. Essayez. Et vous allez voir, peut-être que ça vous parlera plus, peut-être pas. Mais en tout cas, essayez. Et puis, il n'y a rien de tel, effectivement, que se faire sa propre expérience personnelle. Enfin, c'est évident. Oui, c'est ça. Ouais. Essayez d'écrire vos rêves, essayez de préparer vos rêves, en fait, avant de vous coucher. Faites cette expérience-là. Alors, bien sûr, en insistant un petit peu, parce que c'est un peu comme le vélo, hein. C'est pas toujours du premier coup qu'on réussit. Donc, en continuant, et puis vous allez voir ce que vous pouvez en tirer comme bénéfice. Et écrire les rêves. Et vraiment, écrivez vos rêves, c'est très riche. Mais c'est vrai que quand tu dis, par exemple, d'induire avant de te coucher, dire, tiens, j'aimerais bien rêver de ci ou de ceci ou de cela. Et maintenant que tu le dis, oui, effectivement, il faut répéter l'opération parce que ça ne marche pas forcément du premier coup. Ça me fait penser que j'ai lu il y a très longtemps un bouquin sur les rêves et il me semble qu'il y avait cet exercice-là. Et j'ai dû tester et j'ai dû me dire, ouais, laisse tomber, ça marche pas parce que j'ai dû faire l'opération une fois. Donc j'ai dû me dire, oui, bon, c'est pas la peine. Bon, apparemment, ça ne fonctionne pas chez moi. Alors, est-ce que je peux rajouter autre chose, Sophie? Parce que là, tu viens d'apporter l'idée justement du livre des rêves. Et à mon sens, le livre des rêves est inutile parce que il y a des grands symboles à obtenir, mais rien qu'en écrivant ou en parlant, les rêves sont souvent une autre manière de communiquer avec nous, mais avec le langage que l'on connaît nous-mêmes. Donc, notre inconscient veut nous parler, il sait qu'on est capable de capter l'information. Donc, les livres des rêves apportent une foultitude d'informations qui est souvent inappropriée. Bon, quand on bloque sur un truc en particulier, on peut aller voir sur Internet, symbolique du serpent, symbolique de la fourmi. Mais par exemple, la fourmi, souvent, c'est la notion de travail. Donc voilà, ça reste des choses assez simples, assez basiques. Donc, pour moi, le livre des rêves est inutile et que c'est à la portée de tous de pouvoir comprendre ses rêves. Oui, je confirme parce qu'effectivement, ça ne m'a pas apporté plus que ça de plus-value. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a intéressée. Même pas tant pour comprendre mes rêves, mais je trouvais la thématique intéressante. Ah, Mais ok. c'est vrai que sincèrement, après coup, j'en ai pas, enfin voilà, comme tu dis, j'en ai pas vraiment tiré un vrai bénéfice. C'était intéressant, mais voilà, c'était intéressant. Je pensais à la thématique, enfin, genre dictionnaire des rêves, en fait. Mais j'en avais un aussi, oui, que j'ai plus, mais effectivement, qui ne m'a servi à rien, je confirme. Parce qu'en plus, là, pour le coup des symboliques, c'était pas toujours. Tu vois, comme tu dis, par exemple, si tu sais juste la symbolique que la fourmi égale le travail, ça te suffit, en fait. Alors que quand tu vas dans la signification des rêves, ça te décortique les choses, mais tellement qu'en fait, là, ça fait marcher le mental et t'es parti, quoi. Mais oui, voilà. Tellement trop. C'est ça, exactement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Bah, merci d'abord. Merci à toi, Sophie, pour cette interview. Et puis, bah, mon mot de la fin, c'est ça qu'il n'y a pas de fin, en fait, finalement. Comprendre ses rêves ou une séance d'hypnose, c'est le début. C'est le début d'une grande histoire avec soi-même, en fait. Et je confirme, j'ai débuté, j'allais dire, le début de mon introspection avec l'hypnose, qui m'a emmenée sur d'autres contrées, mais c'est vrai que ça a été enfin, moi, j'en garderai toujours un très, très bon souvenir de ma première séance d'hypnose parce que c'est là où j'ai vraiment eu ma première grosse prise de conscience. Parce que j'étais ressortie de la séance, j'avais tellement mal partout. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se dire, franchement, tu sors d'une séance d'hypnose, t'as mal partout, c'est pas très positif. Mais j'étais tellement en état de détente, mon corps s'était tellement détendu que du coup, je commençais à ressentir en fait les tensions. Donc, tu vois, ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit normalement, on va à une séance d'hypnose, on est censé se sentir mieux alors que j'avais mal partout. Mais ça a été une prise de conscience incroyable parce que je me suis dit, mais tiens, mais il est temps maintenant en fait que je prenne soin de moi et aussi que je comprenne en fait finalement pourquoi j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Et ça a ouvert plein de portes.
Et c'est ça, en fait, quand tu dis prise de conscience, c'est-à-dire que c'était inconscient et ça devient accessible au conscient. Donc, c'est ça la prise de conscience. Exactement. Ce qui bloquait a été débloqué. C'est ça. Et après, tu ouvres des portes au fur et à mesure. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs révélations, mais même par rapport aussi simplement à la connaissance de moi-même. Et c'est génial parce que du coup, tu te connais de mieux en mieux. Donc, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus aussi ce que tu ne veux plus. Enfin, c'est génial, en fait. Donc, tu dénoues plein de choses où tu pouvais être indécise à un moment T, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que tu ouvres des portes, ben, tu te dis au final, bah, c'est beaucoup plus clair et mes choix sont beaucoup plus affirmés. En fait, si je reprends l'image de la voiture auto-école, notre mental est au volant, notre inconscient est le moniteur auto-école. Quand les deux, ils sont en phase, bien, tout roule en fait. Si l'inconscient met des freins, on va pas pouvoir avancer avec notre mental. Si l'inconscient met l'accélérateur et que nous, on n'a pas envie d'y aller, en fait, on n'est pas coordonné, on n'est pas en phase. Et l'idée d'une séance d'hypnose, c'est que les deux sont en harmonie, les deux sont d'accord. Donc en fait, la conduite, elle est cool. C'est ça en fait. L'idée, c'est que tout devient cool. Et puis, tu instaures justement cette confiance finalement, tout doucement, parce que tu te sens en sécurité. Finalement, si je reprends par rapport à ce que tu te disais, cette notion de sécurité et d'insécurité qu'on peut ressentir, finalement, c'est ça aussi. Cette harmonie permet aussi de reprendre confiance sur le cours de la vie, en fait. Mais c'est la base. La sécurité, c'est la base, en fait. Si notre inconscient se sent pas en sécurité, il va freiner ou il va accélérer. S'il se sent poursuivi par un dinosaure, il va accélérer. Mais c'est la base, c'est la sécurité. Donc, on est en sécurité. En tout cas, un grand merci, Christine. C'est très intéressant. Et puis, de toute façon, il y aura tous les éléments dans le descriptif de ce podcast. Donc, vraiment, un très grand merci. Merci à toi, Sophie. Merci beaucoup. C'était super. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!